Mais c'est ça, tu parles de normes établies. En fait, ce qu'on te reproche, c'est pas de pas être normal, c'est de pas être normé. Oh. Et en fait, le capitalisme a besoin d'ordre, a besoin de choses sur lesquelles il y a un prix, ou en tant qu'effort, ou en tant que prix vraiment d'argent. Et il a besoin qu'on soit des personnes tristes. Parce qu'on achète plus de choses. Ce que j'espère le plus de la part des gens que je rencontre et de la part des œuvres d'art que je rencontre aussi, c'est que ça me déplace un peu. Et des fois après je reprends ma place puisque j'ai décidé que c'était dans la mauvaise direction, mais... Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous ma peau, le podcast qui place l'humain au cœur de chaque conversation. Aujourd'hui, on se retrouve avec quelqu'un dont j'ai très hâte de discuter. On s'est rencontrés, même pas vraiment rencontrés, mais il y a eu un échange sur les réseaux et j'ai trouvé la thématique dont on va aborder aujourd'hui très intéressante. Donc aujourd'hui, on reçoit Messisterea. Bonjour. Bonjour. Trop bien que tu m'aies écrit. Bon, pour celles qui ne savent pas forcément, j'avais fait un appel sur Instagram pour savoir les personnes qui avaient envie potentiellement de participer au podcast et de quoi ils avaient envie de parler. Et tu m'as parlé de la préciosité dans la vie. Donc après, ça peut prendre plein de formes différentes. Mais avant toute chose, je te laisse peut-être te présenter comme tu le souhaites, par ce que tu fais, par qui tu es, comme ce que tu veux. Bon, je pense que je vais faire très classique et me présenter par ce que je suis professionnellement, mais je pense que la discussion par la suite montrera que c'est peut-être plus large que ça. Du coup, je m'appelle Messisté, je suis artiste pluridisciplinaire et je suis directrice artistique d'une compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie Conférences pour les arbres. Et c'est un peu tout. Mais c'est un peu tout, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup dans ces deux choses-là. Artiste pluridisciplinaire, tu l'as dit. J'ai surtout vu via les réseaux tout ce qui était écriture, photographie, mais avant, en off, tu m'as dit qu'il y avait multitude de petites, toute une constellation de créations au final. Est-ce que, avant de commencer le sujet, tu avais envie de nous parler plus de l'un, plus de l'autre, ou expliquer un petit peu ta démarche, ou ce que tu recherches à travers tous ces médiums? Je pense que j'ai des obsessions humaines différentes. J'en ai une particulièrement autour de la fin du monde, et c'est beaucoup ce que je développe avec ma compagnie de théâtre. Mais je pense que plus largement, justement, cette question de la préciosité, du rapport à l'intime et du rapport à la vie et à ce qu'on en fait, c'est un truc qui est vraiment un peu tout le temps dans ma tête, autant en tant qu'artiste qu'en tant qu'humain. Et c'est pour ça que je crois que j'avais envie d'en parler avec toi. C'est trop intéressant. Enfin, déjà, je me dis, comme on l'a dit aussi avant quand t'es arrivé, je trouve que c'est aussi une thématique qui est importante d'aborder aujourd'hui, parce tout le monde est sous l'eau. Enfin, il y a très peu. On est très connecté via les réseaux, de façon digitale, mais on a perdu cette connexion que, en tant qu'être humain, on était censé ressentir et cultiver. Et je trouve justement là, avec tout ce que je suis en train de réorganiser pour le podcast, etc. Franchement, quand j'ai reçu ton message, je me suis dit, c'est exactement le genre de sujet que j'ai envie d'aborder. Et trop hâte de voir tout ce qu'on va en dire. Et par exemple, quand tu m'avais écrit par rapport à la préciosité, est-ce que tu avais des choses précises dont tu voulais parler, ou c'était plus retrouver ce côté précieux dans la vie, dans son être, Il y a tellement de façons d'interpréter la préciosité, je trouve. Je pense que, comme c'est une sorte de quête personnelle, j'ai peut-être des outils à partager. Oh. Et je pense que j'aimerais aussi parler de la connexion entre ce rapport de préciosité et l'art, en tout cas la connexion que j'y vois, et peut-être aussi de parler de pourquoi c'est politique aussi, ces choses-là. Trop bien. J'allais dire justement par rapport à tout le lexique que tu utilises, j'entends la préciosité, oui, effectivement, dans les petites choses de la vie, dans ce qu'on fait, mais il y a aussi ce côté la préciosité intime, collective, politique. Finalement, ça peut prendre vraiment plein de formes. Et peut-être juste pour démarrer, la préciosité, tu le définirais comment?
Alors peut-être qu'une manière que je peux avoir de l'expliquer, c'est en passant par cette histoire d'art et du lien avec l'art. Et un des mouvements artistiques qui m'intéresse beaucoup, c'est un mouvement qui a été en partie théorisé sous le nom de esthétique relationnelle. Il y a des artistes à l'intérieur de ce mouvement-là qui faisaient des performances et qui en fait, l'exemple le plus simple que je trouve en général pour expliquer, ça va être un artiste qui va organiser un repas où tu t'assois autour de la table et puis tu vas manger un plat que sa grand-mère lui préparait. Et en fait, il va considérer que l'œuvre d'art n'est pas la recette, l'œuvre d'art n'est pas la scénographie du repas, mais bien le temps d'échange humain que tu vas vivre en étant autour de cette table. Et quand je prends cet exemple-là et que j'en parle aux gens, ça m'arrive souvent que des personnes qui ont un rapport peut-être un peu méfiant à l'égard de l'art contemporain, ce que je peux comprendre, me disent oui, mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche d'organiser un repas avec mes potes chez moi et d'appeler ça une œuvre d'art? Et je pense qu'ils s'attendent à ce que je leur sorte plein de raisons sur pourquoi l'autre œuvre d'art en est une vraie. Et en fait, ma réponse à chaque fois, c'est oui, s'il te plaît, fais-le. Fais de ta vie une œuvre d'art. Et je pense qu'en fait, ce qui différencie un repas simple et un repas que tu appelles œuvre d'art, c'est en grande partie l'attention que tu y portes et le précieux que tu y mets. Ouais, ça fait extrêmement sens. C'est vrai, en plus, on dit souvent la chose la plus belle que tu puisses donner, c'est du temps. Et là, je me dis, si en plus c'est une anticipation de passer ce temps avec des gens qu'on aime et avoir l'intention vraiment de passer un bon moment, et la nourriture pour moi c'est de l'amour aussi. Donc vraiment juste faire sa petite popote et penser à qu'après ça va être partagé. Effectivement, pour moi, c'est précieux. C'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on ne voit plus énormément, j'ai l'impression. Enfin, même les familles, les amis, on a tous des rythmes effrénés et différents. Et du coup, retrouver ce moment-là où on se connecte, je sens que c'est très précieux. Parce que c'est plus quelque chose qu'on a l'habitude d'organiser, je trouve, hein. Donc, trop belle vision de ce qui peut être précieux. Donc, pour être précieux, on n'a pas besoin d'être artiste. On a besoin d'être humain. Oui. J'aurais même tendance à penser que c'est un peu la même chose. Oh. Mais je t'en prie. Trop intéressant. Je pense que on a fini par faire de l'art une discipline, une culture et un moyen aussi d'avoir du capital social, mais que avant tout l'art c'était juste une pratique humaine. C'est un peu, c'est comme quand t'as un pote qui te dit ah ouais moi je danse pas, je sais pas danser. Et alors oui, si tu es sur une scène et tu es danseuse classique, peut-être il faut que tu saches danser, mais sinon non. Et donc il n'y a pas à savoir et à pas savoir s'il y a de la musique et que tu bouges et que ça te fait du bien, alors tu sais danser. Et je pense que plus largement, l'art ça a toujours été pour les humains une manière un peu de digérer le monde, de l'absorber, de comprendre un peu comment le vivre, et puis une manière aussi de connecter aux autres. Et donc je pense qu'en fait on a tous la capacité de faire de l'art, et comme je disais avant, je pense que faire attention aux choses c'est la meilleure manière de faire de l'art. Et je pense que ça me parle particulièrement parce que je l'ai mentionné avant qu'on enregistre, mais je suis autiste et donc j'ai dû apprendre un peu ce qui me ressemblait pour moi dans comment on connecte avec les autres humains et comment on connecte avec le monde, parce que je comprenais pas tous les codes, et pour moi l'art ça a été la réponse. Et encore aujourd'hui ma manière de dire à une personne j'ai envie de te connaître, c'est souvent de lui proposer un projet. Je comprends parfaitement. J'ai un peu la même intention quand via les réseaux ou même le podcast, c'était beaucoup ça. C'était j'ai envie de créer ce contexte, ce moment où justement c'est hors du temps, c'est hors tout, et juste je découvre une personnalité, je découvre un parcours, parce qu'on a tendance à être beaucoup entre soi, et finalement personnellement, je trouve qu'on court un peu à notre perte en étant cloisonné de cette façon, ou même avant, quand tu parlais de partager un repas et qu'on n'a pas besoin d'être artiste, en fait c'est humain, que l'art ça a été aussi le premier langage naturel
potentiellement aussi pour toi d'exprimer certaines choses où les mots n'étaient pas encore conscientisés, ou enfin il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Là, ce que tu es en train de me dire, ça me parle énormément, dans le sens où aussi quand tu as dit oui, on n'est pas obligé d'être dans une école de danse ou d'être professionnel pour savoir danser ou pour avoir envie de danser et pour se permettre aussi de danser. James, mon chéri, il me dit souvent ça, il me dit oui, mais t'as envie qu'on peigne ensemble, mais je sais pas peindre. Il dit mais ça veut rien dire de pas, enfin tu sais pas peindre si tu as des attentes de peindre d'une certaine façon ou comme une certaine personne, mais si ta seule envie c'est de prendre un pinceau, mettre de la peinture et faire et marquer la toile ou quelque chose, tu peux peindre. Et je trouve que ouais, c'est aussi dans ce mouvement-là qu'on peut trouver de la préciosité, les choses sont là et c'est pour tout le monde, et on a le droit de s'en servir, on a le droit d'expérimenter, on a le droit donc je sais pas si je suis allé un peu trop loin ou si j'ai digressé, c'est pas très grave, mais ça prouve en même temps que le sujet m'intéresse beaucoup. Et aussi, petit détail, quand tu disais par rapport aux troubles autistiques, etc., que tu sens un décalage, moi je trouve que c'est rassurant. Parce que si aujourd'hui tu te sens aligné avec le système, avec les gens, je pense que c'est là où c'est inquiétant. Oui. J'ai la chance en fait d'être une personne queer et d'être une personne handi. Et je crois qu'il y a une liberté qu'on trouve dans les marges, qui est là aussi, peut-être que c'est un peu trop un de mes code words, mais précieuse. Une fois qu'il y a quelque chose qui te met de côté et que t'es un peu forcé d'aller vers la marge parce qu'elle fait peur initialement, la marge, une fois que t'es dedans, je crois qu'il y a beaucoup de bonheur, de communauté et de liberté, ouais. C'est comme un peu un affranchissement. On en a vite fait parler en off aussi, mais cette envie de s'émanciper de quelconque attente, bah oui, on en parlait par rapport au genre, mais par rapport à tout en fait, en se construisant et en évoluant, on va dans certaines directions, et j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a l'obligation de porter une étiquette ou de tout de suite de cloisonner soit une expérience, soit avec une étiquette, un adjectif, quelque chose, et finalement nous, toi, même James aussi, en étant qui on est, on n'a pas d'autre choix que de sortir de ce qui est attendu, de ce qui est alors je déteste ça, mec, normal, parce qu'on nous ramène souvent au fait que mais c'est pas normal de faire ça, d'être comme ça, et si c'est si c'est mon existence, si c'est mon être, c'est que c'est normal, et peut-être que c'est aux autres de s'adapter à une pluralité de profils et à différents parcours et à différentes vérités aussi, plutôt que de sans arrêt se faire du mal pour convenir à cette norme établie qui, je suis pas sûr qu'elle corresponde à énormément de gens au final. Mais c'est ça, tu parles de normes établies. En fait, ce qu'on te reproche, c'est pas de pas être normal, c'est de pas être normé. Oh. Et en fait, c'est ça, c'est juste, il y a un cadre imposé, et tu sors de ce cadre, et ça pose un problème. Et en fait, c'est une chose qui est extrêmement complexe à remettre en question, parce que même biologiquement, nos cerveaux sont faits pour essayer de nous faciliter la vie. Et donc, entrer dans une vie où on te propose tout un tas de cadres et on te dit si tu investis ces cadres, tu sauras exactement quel est le chemin, ça peut être très rassurant. Et du coup, je disais, donc la marche fait peur parce que on sait plus trop qu'est-ce qui y habite, et une fois qu'on est mis dans cette marge-là, on découvre qu'on a peut-être la possibilité de dessiner son propre cadre. C'est une chance, c'est aussi beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'on communique dans les marges ? Enfin, on n'en peut plus de communiquer entre nous, mais c'est sans égal. Enfin, en tout cas, moi, je suis ravie que ce troc-là ait eu lieu pour moi. Et en fait, je pense aussi que c'est via ce chemin-là que tout mon rapport à la préciosité s'est installé,
parce que moi ce que j'y vois beaucoup aussi c'est une pratique du libre arbitre. Une des meilleures manières, je crois, de rendre une chose précieuse, c'est de la décaler un tout petit peu de l'endroit établi où on s'attend à ce qu'elle soit. Et je trouve que les meilleurs outils pour rendre les choses précieuses, c'est l'absurde, c'est l'aléatoire, c'est la joie, le ludique. Et qu'en fait, j'ai presque l'impression que c'est un entraînement au libre arbitre dans un terrain où il n'y a pas des enjeux difficiles. Sur Internet, il y a ce terme... alors, je vais peut-être dire des conneries. On vérifiera. Il y a une forme de sport qui s'appelle les calisthenics. Okay. Globalement, c'est une pratique sportive qui fait que tu muscles ton corps sans avoir besoin d'outils. C'est juste tout un tas de mouvements qui vont faire que... Et il y a des gens qui utilisent le terme anarchiste calisthenics, qui sont en mode des petits exercices pour habituer ton cerveau à la pratique de l'anarchie, pour que petit à petit tu puisses voir à quel point c'est un format applicable à plus grande échelle. Okay. Parce que l'anarchie... et je pense que ça arrange beaucoup les personnes au pouvoir. On a tendance à l'utiliser de manière interchangeable avec le mot chaos, mais c'est pas du tout le chaos, l'anarchie. J'ai l'impression que par cette quête-là du précieux, il y a aussi quelque part un petit entraînement à se rendre compte du pouvoir qu'on a de juste réinventer les cadres et les manières de relationner. Du coup, on pourrait dire que la préciosité, elle se trouve pas forcément dans que ce qui est rare, mais c'est quand même en mettant un pas de côté ou en s'émancipant de plusieurs, par exemple de l'éducation, de la culture, de plein de choses comme ça, pour trouver son petit trésor à soi. Enfin, il y a quelque chose de... C'est pas tout donné, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quand même un effort à fournir pour aller vers cette préciosité. Je pense que le pas de côté... c'est un de mes outils à moi. Je sais pas si c'est forcément l'outil à utiliser. Et effectivement, je suis pas sûre que la préciosité, ça soit défini par la rareté, forcément. Mais je pense que oui, il y a pléthore d'outils et que je pense qu'il y a des personnes, sans forcément le théoriser, et d'autres en le théorisant, utilisent l'amour pour rendre les choses précieuses. Qui est un outil... très fort. Voilà. On en manque. Et c'est très beau de voir les gens faire ça, d'être dans un rapport d'amour et de soin radical au monde autour d'eux. Moi, je sais pas, je me suis lentement engagée sur un chemin qui effectivement était un peu plus celui de l'aléatoire des fois et du pas de côté. J'ai un amour immense pour les protocoles. Parce que je trouve que c'est... En fait, oui, c'est juste des règles du jeu qu'on est en train de réinventer. Et par exemple, à Noël dernier, j'ai fait une liste de cadeaux qui ne demandaient pas d'investir de l'argent, que j'ai mis sur les réseaux pour que les personnes de ma vie puissent piocher dedans. Et dans ces cadeaux-là, il y en a quelques-uns qui utilisent des protocoles, et notamment, j'ai proposé aux gens de m'offrir une journée. C'est-à-dire de me filer une enveloppe dans laquelle ils auraient écrit à quelle heure je me lève, qu'est-ce que je mange le matin, quel morceau j'écoute, où je vais, enfin trop chouette. Tout dans le plus grand détail possible, et qui me l'a confié en se disant je pense que cette journée tu aimerais la vivre. Et c'est un système très très simple, mais de fait du coup cette journée devient particulièrement précieuse, et l'attention que j'y porte et l'attention que la personne y a portée aussi. Ah, c'est fou. Mais c'est vrai, parce que après toi, en répondant à ce qui a été noté pour faire ta journée, tu découvres aussi petit à petit à quel point cette personne te connaît et t'aime. Oh, c'est trop beau. J'avoue, c'est une super idée. Ça me fait penser à... C'était soit pour Noël aussi, soit pour l'anniversaire, je sais plus, mais... je parle trop de lui. James, pour sa meilleure amie, on était en train de chercher, on s'est dit ouais, mais encore un cadeau, un machin et tout, et puis bon, par les temps qui courent aussi, je trouve que c'est bien de réfléchir à comment on peut faire un cadeau plutôt que forcément aller l'acheter. Et on est tombé sur cette idée de faire un petit calepin de coupons ou détachable du coup, et à marquer une journée avec James, ou un repas à la maison, ou une après-midi peinture, une après-midi piscine. Et en fait, c'est vraiment ça, du coup, qu'il a offert à sa meilleure amie, c'est
du temps potentiel quand elle en aura besoin. Et je trouve que c'est précieux. C'est en plus on peut vite se laisser dépasser par les événements et là ralentir et revenir à quelque chose de très ok, aujourd'hui je me laisse porter par l'amour, par les gens qui m'aiment. C'est très beau. Ouais, j'aime beaucoup. Ça donne envie de préciosité. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, c'est vrai, c'est une très belle idée. Je crois que j'ai compris que ça avait beaucoup d'importance pour moi avec l'évolution de mon rapport au travail d'une artiste qui s'appelle Sophie Calle. J'ai découvert son travail quand j'étais en études d'art. Sophie Calle, c'est une artiste qui travaille, elle fait beaucoup de bouquins qui sont en fait des traces de performance et d'expérience qu'elle fait. Et très souvent, elle invente un protocole et elle suit ce protocole. Par exemple, pendant, je sais plus, 48 heures ou plus, elle a voulu qu'il y ait toujours quelqu'un en train de dormir dans son lit par tranche de 2-3 heures et elle restait, elle les prenait en photo, elle leur apportait un petit déj quand ils se réveillaient, mais bon, elle a mis en place ces quelques jours-là. Il y a eu une série de repas où elle mangeait que des repas monochromes, enfin des choses comme ça. Elle a demandé à un détective privé de la suivre dans la rue parce qu'elle voulait savoir comment sa vie serait vue de l'extérieur. Enfin, elle a plein de choses comme ça. Elle est tout le temps en train de développer des protocoles. Et quand j'ai rencontré son travail, au début, ça m'a, ça a créé chez moi une émotion très désagréable que j'ai mis un moment à comprendre, qui était un espèce de mélange de tristesse, jalousie, je sais pas trop. Et en fait, ce sentiment-là, ça m'a pris peut-être des années de comprendre d'où il venait et qu'est-ce que c'était. J'ai cru peut-être parce que c'est la facilité, que c'était parce que j'avais envie d'avoir fait les mêmes œuvres d'art qu'elle. Et en fait, non. En fait, j'ai envie de vivre les mêmes choses qu'elle. Et alors, c'est très pratique parce qu'on n'a pas le droit de copier le travail d'un artiste. Mais on a complètement le droit de copier la vie des humains. Enfin, ah oui, exact. C'est ok. Et donc, j'ai commencé comme ça à essayer d'avoir des protocoles, des machins. Et je me suis rendu compte que c'était super. Et que je pouvais continuer, et que je pouvais le transmettre et essayer d'inviter des gens dans cette pratique. C'est un peu neuneux de le dire comme ça, mais c'est un peu d'avoir un rapport ludique à sa vie, de faire de sa vie un jeu. Dans un autre épisode où on avait parlé de ça, je sais plus avec qui ou si c'était seul, mais la possibilité d'avoir une vie créative sans être un artiste. Une vie créative, c'est justement reprendre aussi le contrôle quelque part et devenir l'actrice principale de ta vie, pas dans le sens moi je, mais juste faire ce chemin vers soi, apprendre à se connaître, mettre en place des choses qui vont rendre le quotidien agréable. Enfin, tout ça, c'est possible, même si on est ingénieur. Il n'y a pas d'obligation d'être artiste. Mais c'est marrant le ressenti que tu as eu par rapport à ces travaux, parce que c'est vrai, j'ai l'impression, majoritairement, ce qui en ressort, c'est ce truc de je suis gêné parce que c'est comme si je rentrais dans l'intime d'une autre personne et du coup des gens avaient du mal à rentrer complètement dans les séries de photos et tout. Mais toi, je trouve ça met autre chose en lumière. C'est des fois on a une lecture un peu biaisée, on sait pas si c'est de la jalousie, de l'envie ou de l'admiration, et des fois ces sentiments, j'ai l'impression, je suis pas docteur ou quoi que ce soit, ou psychologue, mais c'est un peu les deux faces d'une même pièce où tu pourrais potentiellement voir le travail d'un ou d'une artiste en te disant j'aurais trop aimé le faire, ou inversement se dire waouh, c'est sublime ce elle est en train de mettre en place, j'aimerais trouver ma démarche, celle qui va me permettre qu'en fait je ne vais pas juste faire des œuvres d'art, mais je vais mon art évolue en même temps que ma personne, et ça je trouve que c'est fou quand on arrive à cet endroit-là en tant qu'artiste, quand on se dit oui, mais je fais pas juste des peintures, je grandis. Je trouve que ça c'est vraiment fou, et ça amène une autre perspective. Ça enlève aussi le poids de, comme tu l'as dit, il y a aussi la partie capitaliste. Bon, en tant qu'artiste, c'est pas forcément évident, mais avoir ce cheminement-là qui dépasse la matérialité,
c'est fort. Et je pense que effectivement ça nous aide à avancer et d'aller de projet en projet et tout. Trop beau. Ce truc de admiration ou envie, je pense qu'un des gros points communs entre ces deux choses-là, c'est la distance, dans le sens où c'est des émotions que j'essaie de ne pas trop avoir, particulièrement à l'égard des artistes ou des gens en général, parce que je pense que dans les deux cas, ça met les gens à distance, sur un piédestal ou ailleurs. En tout cas, moi, je prêche pas un dogme, mais moi, ce que j'attends le plus de ma vie, c'est de la connexion. Et qu'on me mette sur un piédestal ou que je mette quelqu'un sur un piédestal, ça m'empêche toujours de connecter. Et donc j'essaie d'éviter, de contourner ce truc-là au maximum. Et à chaque fois que je vois quelqu'un où le travail m'impressionne et où en fait je cherche un moyen d'y aller au culot et de leur proposer de faire un projet ensemble. Dernièrement, j'ai vu une pièce de théâtre que j'ai adorée et j'en suis sortie en me disant il faut absolument que je leur fasse une lettre pour demander à faire un stage chez eux et pouvoir discuter avec eux. J'essaie toujours de compenser mon premier instinct d'admiration et ou envie en me disant quelle tentative de connexion je peux faire. Ah mais déjà bravo pour faire ça, parce que j'imagine que c'est pas forcément évident de se dire allez, je court-circuite ce que je ressens, je vais envoyer un message, comme ça on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai, t'as totalement raison, quand on parle d'admiration ou d'envie ou ce genre d'émotion, on n'est plus du tout dans une relation horizontale, mais il y a quelque chose de très et finalement c'est biaisé, en tout cas on n'est plus d'égal à égal, donc je comprends parfaitement. Après il y a un autre de ce que j'avais lu sur l'admiration et que je trouve c'est une jolie réponse. Je sais pas si c'est factuel ou pas, mais souvent apparemment quand on admire quelqu'un, c'est parce qu'on perçoit chez l'autre quelque chose qui vit en nous, comme si on se reconnaît, on voit que cette personne fait ce projet que j'admire, et en fait c'est juste relié à ton toi intérieur qui se dit en fait c'est possible, on peut faire des choses, on peut aller jusque là, et du coup ça se nourrit, et après toi-même tu vas aller mettre en place des projets, contacter la compagnie, c'est trop cool. Je suis assez d'accord, mais j'ai l'impression que ça pourrait être juste de l'appréciation. Complètement. J'ai l'impression que dans admiration, en tout cas moi dans la perception que j'ai du mot, il y a un peu ce truc de se sentir écrasé par d'un coup t'es tout petit et t'es en train de regarder la personne et tu admires, et j'ai l'impression que la relation horizontale elle est mes potes, je les admire pas. Je peux être fier d'eux, je peux les aimer très fort, mais je sens jamais que leur manière de briller me mettrait à un endroit où je deviens tout petit à les observer. Presque figé. Comme si admirer, ça veut dire être observateur et ok. Oui, je vois. Effectivement, c'est... il y a tellement de lectures différentes, mais je suis complètement d'accord avec celle que tu viens d'apporter. C'est vrai que quand on admire, même moi, quand je me dis « j'ai admiré telle personne » ou quoi que ce soit, j'ai pas j'ose pas aller vers. Donc oui, c'est vrai que ça bloque quand même un petit peu. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Et du coup, par rapport à tes amis, est-ce que tu pourrais dire que ils t'apportent de la préciosité? Est-ce que les gens peuvent être précieux aussi, ou c'est juste... J'ai la chance d'être entourée de personnes qui sont des personnes particulièrement attentionnées, particulièrement investies dans leur relation d'amour, quelle que soit la nature de l'amour qui est partagé. J'ai aussi la chance, en espèce de produit, de conséquence du fait que ma manière de relationner, c'est de proposer des projets, d'être entouré de personnes qui font de l'art. Trop bien. Et c'est très, et qui sont prêts à faire des expériences un peu bizarres. Et je pense que c'est aussi comment on développe des relations. C'est une conversation que j'ai eue avec plusieurs de mes amis et aussi avec mon partenaire, qui est, à un moment, je me questionnais sur pourquoi on considérait pas que les gens étaient des hobbies. Et initialement, la réaction de mon partenaire, c'était de penser que c'était dénigrant, qu'un hobby, une personne, c'était un truc que tu laissais. Et en fait, pas du tout. Et la manière que j'ai eu de plus l'expliquer, c'était de laisser tomber le mot hobby et de dire que je trouvais que les relations d'amour étaient pas complètement déconnectées des rapports à la spiritualité, au religieux, dans le sens où
Pour moi, une relation, c'est une chose qu'on développe, c'est une chose qu'on entretient en venant déposer des choses sur l'autel de cette relation-là. Une relation, c'est un endroit dans lequel des rituels s'installent. Et si les rituels sont abandonnés, alors la relation en pâtit. Et que, en fait, on est constamment en train de venir raviver la foi qu'on a dans cette relation-là à travers des gestes et qu'en fait tous les codes de ces gestes-là, de la manière que tu as de recevoir de l'amour de cette personne et de lui donner, pour moi il y a quelque chose de de sacré en fait là-dedans. Clairement, j'allais dire sacré, c'est sacré, ouais. Mais de toute façon, mon histoire de précieux, de tout ça aussi, moi je le relie beaucoup au sacré. De la même manière que j'essaie de faire entendre que tout peut être art, j'aimerais arriver à faire entendre que tout peut être sacré aussi. C'est beau. Je bois tes paroles parce que j'avais pas formulé comme ça dans ma tête, mais tout ce que tu dis fait écho et effectivement, je trouve que c'est aussi libérateur. Enfin, de voir les choses comme ça, on se dit, souvent on se compare, on a l'impression que justement pour avoir une vie créative, il faut être artiste. Pour avoir une vie avec cette notion de sacré, il faut être religieux ou je sais pas. Alors que non, en t'entendant, j'ai l'impression que tout dépend de l'intention que tu mets dans les choses, en fait. Et du coup, tout et n'importe quoi, si ça résonne en toi et si c'est quelque chose qui est bon et qui te fait évoluer de manière positive, pourquoi ce serait pas précieux, même si c'est pas ce qu'on attend de la définition de précieux en temps normal. Ouais, je trouve que tu redistribues les cartes un peu et tu donnes à tout à chacun la possibilité de vivre comme tu l'expliques, que vous pouvez avoir de la préciosité dans votre vie, vous pouvez être un artiste, un artisan de votre propre vie sans forcément porter la casquette peintre ou je ne sais pas trop quoi. Et je trouve que ça fait du bien ce que tu es en train d'expliquer. Je trouve que c'est dommage parce que y a eu des tentatives de venir porter cette parole-là, mais c'est des tentatives qui ont rapidement été récupérées par le capitalisme, notamment au profit du développement personnel et pour dépolitiser les choses, et un peu l'idée de fais de ta vie ce que t'en veux et tout est possible si tu essayes. Donc spoiler, non. Non, je tiens quand même à préciser que tout ce que je raconte là n'existe pas hors sol et qu'on vit chacun dans des cadres plus ou moins restrictifs et que cette pratique de la liberté, en fait, elle est pas toujours accessible à tout le monde. Je pense en revanche que c'est une chose qui peut commencer très petit et que j'encourage à essayer de vivre une chose étrange de temps en temps. Et en fait, tout ce dont on parlait avant sur la question de la marge, tout ça, et je disais c'est très fatigant mais important de pouvoir créer son propre cadre. Et je pense que ça, on peut le faire à toutes les échelles, mais il faut reconnaître que c'est pas à ça qu'on nous a éduqués, en tout cas. Et que du coup, arriver à déjà s'écouter assez pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de construire pour soi-même, c'est déjà une belle étape. Et après, se l'autoriser, ça en est encore une autre. C'est clair. Effectivement, comme tu le dis, dans tout ce qui a été construit, le système comme il est établi, etc., est fait pour nous empêcher d'arriver à ce cheminement-là, cette prise de conscience-là, s'écouter quand le quotidien, c'est... je prends vraiment un exemple comme ça, mais une mère de 4 enfants qui en plus a son CDI à côté de 40 heures, et enfin bref... Elle, si on a cette discussion, elle va nous dire oui, je veux bien prendre le temps de m'écouter, mais je l'ai pas. Et du coup, je me dis bon, on nous prive aussi de connaissance de soi pour continuer à alimenter le système tel qu'il est établi. Alors que effectivement, c'est vraiment un travail. Quand est-ce que justement, on va rebondir sur ça. Est-ce que tu arriverais à dater ou à savoir plus ou moins quand est-ce que tu t'es autorisé à ok, il y a le monde et il y a moi, qu'est-ce que je veux? Moi je le disais, j'ai eu un cheat code, je suis autiste.
Ah. Du coup, il y a plein de trucs que je comprenais pas et donc qui ont eu moins de prise sur moi, j'imagine. J'ai un cheat code, je suis autiste. J'adore cette phrase. Enfin, tous les bullies de ma scolarité m'ont au moins permis de maintenant être dans un autre rapport à ce qu'on attend de moi. Mais oui, enfin par rapport à ce que tu disais juste avant, enfin c'est évident que le capitalisme a besoin d'ordre, a besoin de choses sur lesquelles il y a un prix, ou en tant qu'effort ou en tant que prix vraiment d'argent, et il a besoin qu'on soit des personnes tristes. Parce qu'on achète plus de choses. Et du coup, j'ai l'impression que dans cette quête de précieux, l'idée c'est de justement, moi j'utilise l'aléatoire et l'absurde parce que j'ai l'impression que ça va à l'encontre de l'ordre. Il faut se permettre de faire des gestes gratuits, pas juste monétairement, mais juste des fois de dons. Et il faut se laisser guider un peu par la joie aussi. Et par rapport à ce que tu disais d'une personne qui aurait peut-être pas assez de temps ou d'énergie pour essayer de ne serait-ce que s'inventer des tout petits cadres à explorer. Je parlais de la liste que j'ai fait pour Noël l'an dernier. En fait, demandez aux gens autour de vous de vous inventer des choses. Parce qu'en fait, souvent c'est des plus fois, facile. Eux, ce qu'ils vont penser pour toi, c'est des choses que toi-même peut-être... ouais, c'est vrai, mais en plus, là, la journée qui t'a été écrite, tu vas commencer par te lever à telle heure et manger tel petit déjeuner parce que je sais que tu aimes et tout. Des fois, ça te ramène carrément à toi et tu te dis mais c'est vrai, tiens, j'avais pas fait ça depuis un moment et ça me fait du bien de le faire. Et ouais, franchement, je vais demander ça, enfin je vais dire ça à James. Je veux on va voir ce qu'il me prévoit comme journée si jamais. Si tu veux, à la fin je pourrais peut-être sortir ma liste parce qu'il y a d'autres choses dedans et comme ça je peux aussi donner quelques idées. Si trop les gens bien. veulent, Du coup, cette liste c'était pas juste pour toi, c'était des idées pour les gens. En fait, j'ai une newsletter qui est pas du tout sur le sujet, qui s'appelle Manger ses croûtes. Et en fait, toutes les 2 semaines, c'est une sorte de courrier du cœur, mais poétique. Donc je reçois des questions de gens et je leur réponds en écrivant un texte toutes les 2 semaines. Et en fait, des fois, j'ai beaucoup trop de travail et donc je triche et je fais un hors-série. Et là, j'avais écrit cette liste initialement pour mon anniversaire qui est juste avant Noël et j'avais besoin de faire un hors-série parce que j'avais pas du tout le temps d'écrire. Et donc, j'ai posté ça pour tout le monde. Et j'ai eu plein de retours de gens qui m'ont dit ça m'a donné des super idées et donc j'ai très envie de continuer à la distribuer. Trop cool. Mais est-ce que du coup, tout ce qui est newsletter et tout, tu veux que ce soit dans la description si jamais que les gens soient amenés à voir ce que tu fais ou je pourrais te donner quelques liens, mais c'est pas. Après newsletter, s'il y a t'as encore plus de monde qui viennent t'envoyer des messages et tout, ça va peut-être être un peu... Non, ça va, en fait, j'ai un système où j'ai une espèce de questionnaire en ligne où les questions s'ajoutent et à chaque fois que j'ai besoin d'écrire, je vais et je prends une question. Trop bien. Donc ça va. Ok, stylé. Bon, du coup, vous verrez tout ça sûrement. Je trouvais aussi, c'était en sous-texte, mais tout ce qui est amour, joie, même le côté précieux, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, c'est presque des actes de résistance, voire du militantisme, de retourner et de faire le choix de retourner vers quelque chose qui est bon pour soi, qui est dans la joie, qui est... Je le dis à chaque épisode, mais avec la montée de certains extrêmes et certains extrêmes liberticides et oppressifs, je trouve que la fête, la communion, la joie, le fait juste de passer des moments qui nous font du bien, c'est devenu un acte de résistance, littéralement. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée ou... Oui. Est-ce que je peux être casse-couille par rapport à un truc que tu viens de dire ? Bien sûr. Les extrêmes dont on parle, c'est l'extrême droite. Oui, pardon. On laisse pas penser que les choses ne sont pas une petite boucle et l'extrême gauche ne rejoint pas l'extrême droite. Ne vous laissez pas les prendre fascistes à ça. de droite, les mêmes depuis toujours, qui n'ont pas changé. Voilà. Oui, très très bonne remarque, c'est vrai. Il faut pas que je tombe dans le piège que tout le monde fait dans les médias. Ce n'est pas la même chose, ce ne sera jamais la même chose. Arrêtez de comparer. Merci. Oui, et... Pardon, est-ce que tu peux reformuler ta question si tu t'en rappelles du coup ? Est-ce que aller consciemment vers la joie et l'amour est un acte de résistance ?
Oui, en fait, j'arrive pas à croire que j'ai oublié ça dans ma petite liste de qu'est-ce que le capitalisme a besoin, mais le capitalisme a besoin que vous soyez seul. Oh. Et ça, il l'a mis en place de plein de manières différentes, notamment en nous épuisant trop pour que nous puissions justement investir et réfléchir dans nos communautés, mais aussi en ce moment je fais des recherches sur un truc par rapport à un futur projet de théâtre sur ce que en anglais on appelle les third places, ce qui se traduirait comme troisième lieu, tiers lieu en français, mais nous tiers lieu ça veut dire oui, c'est pas encore bien traduit ici, enfin dans notre culture, j'ai l'impression. Ouais. Et j'espère que je vais pas dire de bêtises. Encore une fois, je suis en recherche, mais que l'idée c'est que la first place, donc le premier endroit serait la maison, qui est le lieu de la famille nucléaire, que le deuxième lieu, ça soit le lieu du travail, et qu'en fait le troisième lieu aurait pu être le lieu de la communauté, ou en tout cas il l'a été pendant longtemps. Et plus le capitalisme a écrasé les choses sur son chemin, et plus en fait les gens se retrouvent à faire des allers-retours entre maison et travail, et tous les espaces alternatifs sont des espaces de consommation, et en fait on se bat comme pas possible pour arriver à faire exister ces espèces de troisième lieux qui seraient des lieux pas forcément payants, où on peut faire communauté, où on peut se retrouver et ne serait-ce que juste connaître tes voisins et ou connaître les gens qui sont concernés par les mêmes problématiques que toi. Et je pense que c'est pour ça que c'est des choses dont on parle énormément dans la communauté queer. Oui, bah oui. Parce qu'on a eu besoin de trouver ces troisièmes lieux-là. Mais je crois qu'à grande échelle, c'est un truc dont on a ultra besoin. Ouais. Parce qu'on n'a plus d'espace en fait de connexion. On n'a plus placé ces espaces au centre de la vie de la cité. Carrément. Et du coup, c'est un problème. Bah c'est un problème pour nous, qui est finalement une solution, encore une fois, au capitalisme et au patriarcat, parce que si on est ensemble, on est plus fort. Et plus fort, ça veut dire aussi discussion, remise en question, on sort de l'état de sidération et potentiellement, on met en place des choses pour faire changer le dit système. Mais c'est trop drôle que tu parles de ça, enfin trop drôle. C'est hier, j'ai vu justement une interview, un reportage, non pas un reportage, une interview je crois sur ça, et où ils expliquaient en plus, c'est ce lieu tiers qui est un peu cet espace de prise de recul, de communion, effectivement ils parlaient de communauté, ou de lieux connotés spirituel, j'avais l'impression, il parlait des temples aussi, ou des églises. Pour qui le troisième lieu, ça a longtemps été l'église, le temple. Voilà. En fait, c'est des lieux un peu où, qui permettent de réfléchir, j'ai l'impression, de conscientiser le monde qui nous entoure, etc. Et j'ai vu, je sais pas si toi, dans tes lectures, ils en parlent, il y a aussi quelque chose de très important qu'on oublie, c'est que depuis Covid, le lieu du travail est également devenu la maison, et qu'on n'est plus que dans un espace, et du coup toutes les actions sont au même endroit, ce qui permet encore moins de prendre conscience du monde et de notre état, parce que maintenant ceux qui sont en télétravail, du coup c'est je suis chez moi, je travaille, c'est quoi mes plages horaires, à quel moment j'arrête de réfléchir pour le travail et je réfléchis pour moi-même, et en plus sans ce tiers-lieu de communauté ou d'espace de recharge, je verrais ça comme ça, c'est encore plus anxiogène et difficile de s'en sortir. Je crois que je suis d'accord, mais avec une nuance, mais c'est peut-être entièrement basé sur mon expérience des choses, qui est que j'ai plus l'impression d'avoir vu des personnes qui s'étaient épanouies dans le télétravail et qui ont été forcés à revenir dans leur entreprise parce que ils pouvaient pas être assez bien surveillés quand ils sont chez eux. Donc peut-être que c'est pour ça que j'ai moins perçu ce côté d'un coup ça devient un seul lieu, mais je le comprends aussi parce que moi je travaille principalement à mon compte et je m'exploite comme jamais aucun patron aurait eu le droit de m'exploiter. Donc je comprends aussi à quel point plus on floute les limites et plus
plus, des fois, ça dépasse ce qui devrait être. J'ai l'impression que tu me dis s'il faut que j'arrête de parler de politique. Je parle tout le temps de politique. Non, avec grand plaisir. Hein. Franchement, tout est politique. On le rappelle, mais... Voilà. J'ai l'impression que ça fait un certain temps, notamment depuis ce cher monsieur Macron, qu'on essaie de nous vendre le travail comme l'outil par excellence d'inclusion sociale. Où on va se dire que c'est une victoire, que je sais pas, des fois il y a des histoires de regardez ce café où on fait travailler des personnes paraplégiques qui n'auraient pas pu travailler autrement, et tu te dis putain, tu peux pas être paraplégique et pas bosser, tu peux pas au moins ne pas bosser. Enfin, et souvent voilà, on vient parler du travail comme un outil social pour lutter contre la solitude, alors que effectivement une des choses, si on autorisait beaucoup plus le télétravail quand c'est possible, peut-être qu'on aurait moins d'entreprises qui ont besoin de locaux et qu'on peut transformer ces locaux en logements, enfin plein de choses comme ça, et que du coup peut-être la solution à l'isolement dû au télétravail, c'est pas de forcer un retour en entreprise, mais c'est de passer à une nouvelle étape qui serait de trouver une autre manière d'apporter du lien aux personnes qui travaillent depuis chez elles. Enfin, carrément. Mais de toute façon, enfin, c'est une fois que tu parlais tout à l'heure de quand on commence à s'intéresser à ces questions-là, enfin, tu rentres dans une espèce de tunnel. Et c'est un peu ça aussi. C'est si tu te laisses avoir des conversations où tu te dis, mais en fait, on essaie de régler tel problème et tu tires sur des fils et t'es constamment en train de te dire, ah oui, donc on pourrait changer ça et et ça ferait basculer tel domino où il faut changer ça dans nos sociétés. Ouais. Et c'est un jeu qu'on peut faire et que les personnes en situation de pouvoir aiment nous faire croire que c'est un jeu naïf, alors qu'en fait une des plus grandes forces du capitalisme actuellement, c'est qu'il a fait croire à tout le monde qu'il était la seule option possible, et qu'en fait jouer à ce fil là où on tire une petite cordelette et qu'on voit tous les dominos qui tombent et on commence à fantasmer des utopies et d'autres futurs, c'est un outil aussi de juste arriver petit à petit à proposer un imaginaire alternatif à celui du capitalisme. Mais la preuve en est que j'ai l'impression que c'est... Après, je peux pas dire majoritairement parce que j'ai pas de chiffres ou quoi que ce soit, mais quand j'en discute, ne serait-ce qu'avec ma famille ou certains amis de longue date ou quoi, et que j'explique justement que il y a ce système qu'on a créé et il y a la vie, et les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils me disent c'est ça la vie, on se lève le matin, on va travailler, on rentre à la maison, on fait à manger, on s'occupe de ci, on fait... Mais non, ça c'est ce qu'on a décidé de mettre en place, mais la vie comme elle est faite, où à la base il y a végétation, enfin faune, flore, et on fait clairement partie de la faune, mais comment on a pu créer cette distance-là entre vraiment la nature, les choses qui sont et qui resteront, j'imagine, et ce système qui est fait pour être monétisé, je trouve ça fou d'avoir je sais, franchement, j'ai même pas les mots pour expliquer, mais ça m'arrive souvent d'être dans des débats comme ça, et après tout de suite mais t'es perché, oui mais toi c'est parce que t'es artiste, mais justement mettez un petit peu d'art dans votre vie, ça vous permet de voir les choses différemment, ou de créativité, ou je ne sais pas, mais on a créé un système, ce n'est pas la vie. Et là, en t'écoutant, j'ai l'impression qu'il faut sans arrêt le rappeler, et comme tu le dis, vu qu'on nous présente ça comme étant la seule option, c'est un travail énorme, parce qu'après, si on s'émancipe soi, comme t'as dit, on peut faire, on se met dans la marge, et après la marge travaille en travail, mais pour qu'il y ait un réel changement de paradigme, est-ce qu'on a des outils? Est-ce que... en fait, c'est ce qu'on fait là. Par exemple, c'est ton travail, c'est avec tout ça, peut-être. Là encore, je sors mon petit drapeau cheat code autisme. Moi, beaucoup de choses m'apparaissent comme un réseau de conventions sociales que je peux décider d'adopter ou pas. Moi, j'ai l'impression de vivre ma vie en mode manuel, au milieu de gens qui la vivent en mode organique, et de réfléchir à tout. Et j'ai passé tellement de temps
à poser des questions à des personnes qui avaient l'impression que c'était des non-questions. Une personne que j'aime énormément, qui s'appelle Siane, on est arrivé à Strasbourg en même temps. Et on était fascinés par la question de comment on se fait des amis. Et donc on passait notre temps à aller en soirée pour demander à des gens comment on se fait des amis. Et j'avais des questions très précises sur la question. Par exemple, une de mes questions récurrentes, c'était: ça fait longtemps que je me suis pas fait des nouveaux amis. Je ne me rappelle pas. Est-ce que parce qu'une personne est devenue ton ami, tu lui racontes des choses intimes, ou est-ce que c'est parce que tu racontes des choses intimes à quelqu'un qu'elle devient ton amie? Et je demandais aux gens, c'est dans quel ordre? Et en fait, si tu parles à des personnes qui sont neurotées, souvent ils sont là genre, je sais pas, c'est juste tu parles aux gens et tu deviens ami, quoi. et donc en fait, autant tu te casses la tête sur des choses parce que c'est épuisant de vivre sa vie en mode manuel, autant c'est beaucoup plus facile de remettre en question les choses. C'est comme si t'avais accès à un livre où t'es le seul à savoir qu'il a été écrit, et les gens autour ils sont en mode non, c'est la nature. Ouais. Et donc tu te rends compte qu'il y a tellement plus de choses qui sont négociables en fait. Et ça j'espère qu'on est capable de contagion à cet endroit-là. Ah bah je l'espère, hein. Franchement. En fait, j'ai l'impression que je n'ai jamais, et attention, j'ai pas de diagnostic, donc ça se trouve je fais complètement partie des neuroatypiques, mais je n'ai jamais mis autant de conscience dans ce que je fais et dans ce que je dis que depuis que je côtoie et fréquente des personnes neuroatypiques. Parce que, effectivement, ce mode automatique là, ce truc de bah oui, mais pourquoi tu le fais? Bah parce qu'il faut le faire. Ou mais pourquoi? Mais parce que. Ou mais ça a toujours été comme ça. Ou c'est quand même fou d'arriver à un moment où ça devient presque douloureux et ne pas se dire qu'on peut potentiellement faire différemment. Non, on va forcer. Là, je la trouve adorable et en même temps tellement pertinente, cette question de comment on se fait des amis. Bah oui, parce qu'en fait, généralement... La quantité de plus de trentenaires là, qui savent pas comment créer des liens et qui... Enfin, il y a tellement de personnes là, qui se sentent seules parce que une fois que t'es sorti du cadre scolaire où tu croisais des nouvelles personnes constamment, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, c'est l'obligation qui pousse à être ami. Parce que si on fréquente pas, là, pour le truc de l'école, on dit, bon, on n'a pas le choix, tous les jours on se voit, donc peut-être qu'il y a des affinités qui vont se créer et on va appeler ça un ami. Moi, personnellement, depuis collège, machin et tout, il m'en reste une, neuroatypique aussi, Alex, je t'aime, mais il m'en reste une de toutes ces années-là, et les autres, petit à petit, j'ai découvert qu'en fait, non. Enfin, on avait quelques affinités et on restait ensemble parce que sûrement, d'après le reste, c'était ceux avec qui je m'entendais le mieux, mais ça voulait pas dire que j'étais ami ou je peux être... Et puis en même temps, au collège, lycée et tout, j'allais dire, je ne pouvais pas être à 100% moi-même, mais je pense qu'à ce moment-là, je ne savais pas qui j'étais non plus. Mais ouais, je trouve que c'est assez biaisé et justement, j'ai l'impression que c'est plus maintenant, dans ma vie d'adulte et encore plus à la trentaine, où je vais vraiment réfléchir à telle relation. On a eu telle discussion et ça me donne envie d'en apprendre plus. Et petit à petit, peut-être que ça va devenir une amitié, mais les choses sont faites parce que j'y pense, j'y réfléchis, c'est plus juste c'est comme ça. Donc, tout à l'heure j'ai dit que j'étais à un moment de ma vie très chanceux où je suis entouré de personnes extrêmement attentionnées, et c'est en partie parce que quasiment toutes les personnes autour de moi sont neuroatypiques et que du coup une étape de notre relation, ça a été de se demander ok, quels sont tes besoins, quels sont les gestes qui font que tu te sens aimé, et se dire qu'en fait il n'y avait pas une grille de cases à cocher automatique pour chaque personne. Et moi, me passer un coup de fil de temps en temps, c'est même pas la peine, je décrocherai pas. Pareil. Et par contre, il y a d'autres gestes où d'un coup je vais avoir vraiment l'impression d'être vue. Et ça passe par une conversation, et pas par on va tester, et en fait si par magie on coche les mêmes trucs, alors on deviendra potes. J'ai l'impression que les personnes neurotées deviennent potes beaucoup plus accidentellement que nous. Mais pour toutes les relations. Moi, tous mes potes maintenant, c'est des gens que j'ai vu faire un truc que j'aimais bien, et je me suis dit ok, je vais aller chercher cette personne et on va être potes. Et... Trop cool. Comme pour l'art, comme pour le... C'est génial. Ouais, mais c'est trop bien d'avoir ce lien, et
je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de stigmatisation sur certains troubles, sur la neuroatypie, c'est un terme qui renferme énormément de choses, je vous invite à aller vous renseigner, mais c'est fou de sous-évaluer la vie ou la perception du monde ou quoi d'une personne neuroatypique parce que on le comprend pas ou parce que là, dans ce cas-là, j'ai l'impression que ce que vous faites demande un peu plus d'effort, mais parce que c'est vraiment, vous recevez une information et après, ok, je la digère, je m'imprègne de ça et ensuite, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, alors que les autres, on parlait d'amitié, mais en amour. Alors excusez-moi, mais les couples hétéros là. Combien de personnes sont ensemble et vous savez pas pourquoi? Genre ah ouais bon bah on se plaisait bien et puis un soir on allait manger au resto et puis et du coup ça fait 6 ans qu'on est ensemble mais vous faites rien ensemble, il y a pas de discussion, il y a pas de communication, vous n'êtes pas obligé de subir votre vie, hein. Vous pouvez vraiment la créer. Il y a eu un peu sous les coups du développement personnel ces dernières années un peu un discours de genre s'éviter de la fatigue relationnelle. Alors si une personne n'est pas pour moi, je la mets de côté. Si elle est trop fatigante, si un peu pour essayer de se sauvegarder soi-même, enfin se sauver de quelque chose, faire un tri très radical. Et autant je suis très pro savoir avec quelles sont les relations qui nous nourrissent et quelles sont celles qui ne le sont pas. Autant j'ai trouvé que ça avait été si facilement accepté comme discours que je trouve que du coup il y a une méfiance à avoir et que ça a participé à isoler les gens aussi. Maintenant il y a un contre-discours qui s'élève un peu et qui pareil j'encourage à prendre avec nuance, mais qui serait que le dérangement est le prix à payer pour la communauté et que en fait être en relation avec des gens, quelle que soit la proximité de cette relation-là, ça coûte de l'énergie et ça coûte plein de choses. Je pense que moi, mon entre-deux de ce truc-là, c'est que je crois que l'énergie utilisée pour communiquer est jamais une énergie gâchée. En fait, d'avoir un rapport intentionnel avec les choses. Et du coup, et pour moi, la communication, c'est genre l'outil par excellence pour arriver à avoir un rapport intentionnel à comment on relationne avec les autres. Ah bah punaise, on n'arrête pas de estimer qu'on est l'espèce élevée ou je sais pas trop quoi. Pitié, utiliser cette faculté de communiquer pour que justement on puisse grandir ensemble, trouver les meilleures solutions, ne pas mettre certaines de côté. Et en plus là au début quand tu disais il y a eu ce truc très extrême et très peu nuancé de si ça va pas tu tèges ou quoi. Je trouve encore une fois que c'est un discours, comme tu le dis, qui est dangereux. Pourquoi ? Parce que il y a des personnes qui ne peuvent pas faire autrement que d'être dans la surcommunication ou dans le besoin de communiquer leur souffrance et leur douleur. Et du coup, ça veut dire ces personnes-là, non, on vous met tous dans le même sac et c'est mieux si vous vous taisez, mais super. Et si c'est notre façon d'exprimer ce qu'on ressent et tout, encore une fois, oppresser, discriminer, mettre de côté, c'est horrible. J'avais pas vu les choses comme ça parce que je ne suis pas neuroatypique mais du coup ça fait grave du bien que tu nous partages cette perception des choses. Des fois, on a tendance à oublier quand tout fonctionne pour soi. On se dit pas, on a du mal à remettre en question notre privilège. C'est ça que je voulais dire. La nuance, c'est pas une bonne relation est une relation qui te coûte pas d'énergie. Je pense que c'est une bonne relation est une relation pour laquelle pour toi ça fait sens d'y mettre de l'énergie. Mais en fait, relationner avec les gens, ça coûte de l'énergie. Oui, carrément. Effectivement, c'est marrant parce que James, qui lui-même est TDAH et il y a d'autres diagnostics qui sont en cours. Il y a eu un moment... Est-ce qu'il faut qu'on out James comme ça dans le podcast ? Oh, il sait, il en a déjà parlé dans le podcast. Non, on a fait un épisode sur la santé mentale dans le couple et du coup on expliquait nos divergences et comment on arrive à communiquer malgré ça. Là, en fait, ça fait depuis très longtemps qu'il a le diag TDAH, mais ça fait que depuis 2-3 mois, je dirais, où du coup il a accompagné psychologue, psychiatre et test de traitement. Et qui dit test de traitement dit déséquilibre, plein de choses.
il m'a dit à un moment donné, il me fait, en fait là j'ai l'impression que j'ai besoin de vivre à 100% ma conscientisation du TDAH, mon diagnostic, mon traitement pour savoir ce qui me correspond le mieux, et du coup je vais plus faire d'efforts dans la relation. Alors, j'ai eu un petit peu peur, je me suis dit comment ça, parce que en fait à partir du moment où on n'est plus seul mais avec une tierce personne, il y aura toujours un minimum d'efforts à fournir, enfin voilà. Et en lui expliquant comme ça, il m'a dit non mais bien sûr, c'est juste, peut-être que ça va faire écho chez toi, mais c'est juste que maintenant que mon diagnostic est légitimé, crédible, qu'on me croit qu'il y a vraiment quelque chose de scientifique derrière, je vais arrêter la suradaptation. Je vais arrêter de donner trop aux gens que j'estime ne pas forcément être à l'écoute ou bienveillant ou quoi que ce soit. Et ben franchement, bravo, parce que ça a l'air d'être une vie de suradaptation et de telle personne a réfléchi comme ça, ça a été sa réaction, son langage non verbal, bon bah du coup pour qu'ils comprennent il va falloir que je me comporte épuisant. Vous fournissez un taf mais démesuré pour être accepté, et je trouve que c'est ça me fout les frissons carrément, c'est pas correct, et il faut vraiment qu'on en parle plus, je pense. Bah, c'est toute la question du masking, quoi, de qu'est-ce que tu fais pour être plus accepté. Mais en fait, le masking, on en parle pas mal pour les neuroas, mais c'est aussi une histoire des trois quarts des personnes qui sont dans la marge, parce que qu'est-ce que tu fais pour apaiser le groupe dominant? Est-ce que toutes les discussions autour du passing chez les personnes trans, est-ce que c'est pas aussi à quel point tu peux masquer le fait que tu es une personne trans dans l'espace public pour des raisons de sécurité, mais aussi juste parce que c'est l'attente qu'ont la plupart des personnes cis envers toi. Complètement. Et c'est pareil sur plein d'autres choses, enfin la folophobie du côté des mecs gays, et l'idée de il y a un masque, un personnage qui serait la version acceptable de ton identité, mais il faut que tu te ranges derrière. Ouais. C'est insupportable. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, c'est juste, ça me rappelle toutes les fois où on y a été confronté, que ce soit seul ou avec des amis trans, avec plein de personnes qui ne correspondaient pas aux attentes. Déjà, n'ayez pas d'attente envers les gens, il y a attente et attente bien sûr, mais par rapport à leur genre, par rapport à leur schéma de pensée, par rapport à leurs troubles, par rapport à laisser les gens être, et en les acceptant et en étant inclusif, peut-être qu'on va petit à petit réussir à créer un système où tout le monde aura sa place et pourra s'exprimer librement, et je suis très dans l'utopie, j'ai l'impression, mais non, mais ça va surprendre personne parce que c'est quelque chose qui est porté par deux personnes queer là tout de suite, mais promis juré, il y a une très grande richesse dans la diversité. Rentrer dans une pièce avec des parcours, des expériences différentes, des personnes de genres différents, de je sais pas, de tout, là ça va créer une symbiose, quelque chose de magique presque, parce que on se confronte à des réalités qu'on n'a pas connues, et je rappelle que plusieurs réalités peuvent coexister, c'est possible. Chaque personne est porteur de son petit monde intérieur et de son propre prisme par rapport au monde et à la vie, et on n'est pas obligé sa vérité n'a pas besoin d'écraser celle qu'il y a en face pour être légitime et pour être vécue. Au contraire, ça c'est ma vérité, ça c'est la vérité de cette personne. On va échanger dessus et ça va permettre une compréhension encore plus vaste et élargie. Il y a une richesse dans la diversité, communiquez avec les autres, mettez pas les gens de côté comme ça, sauf pour des raisons politiques. Vous avez le droit. Je ne pense pas que c'est en étant gentil avec les gens qui veulent qu'il nous arrive des choses horribles qu'on va réussir à les convaincre qu'en fait ils pourraient être de notre côté. Et je ne pense pas que c'est en vous forçant à serrer les dents et à écouter les commentaires homophobes d'un de vos potes de lycée que vous allez rendre le monde plus riche de propos. Donc je pense que pour le coup, si vous n'êtes pas d'accord avec d'autres humains sur
comment il faut traiter les humains, c'est une bonne raison pour pas relationner avec eux. Merci de le rappeler. On a eu quelques histoires et débats récemment, justement parce que des comportements qui, non, en fait, c'est pas parce qu'on se connaît depuis plusieurs années que là, en fait, tu es témoin d'un comportement qui n'est pas ok, que ce soit racisme, LGBTophobie, sexisme, tout et n'importe quoi, ou d'être d'accord avec des propos justement de personnages politiques ou quoi que ce soit. Non. C'est là, en fait, c'est au-delà de pas aimer le même goût de soda ou je sais pas trop quoi. C'est voilà, tes croyances peuvent potentiellement détruire des vies et une partie de ma communauté, donc non, il y a pas, oui, effectivement, la nuance n'est pas attendue partout. Vous pouvez être radicaux. J'ai plusieurs fois parlé d'autisme, mais c'est pas mon seul diag, c'est magique les diags, des fois on en a une petite liste. Et en tout cas, mon diag le plus ancien, c'est que je suis bipolaire. Et en fait, je pense que en partie chez moi le début de cette quête de préciosité, même si maintenant je peux y mettre tout un tas de mots politiques et artistiques, c'était parce que du coup quand on est bipolaire, il y a l'expérience d'épisodes dépressifs et puis il y a l'expérience d'épisodes maniaques qui, dans mon cas, j'ai beaucoup de chance, sont des épisodes très... Enfin, c'est pas je disparais pendant une semaine et quand je reviens j'ai acheté une piscine. Enfin, ça va. Okay. C'est juste j'appelle 45 personnes avec des idées de projets différents et je m'engage sur beaucoup trop de choses. Même maintenant que j'ai un traitement, j'ai fait le choix d'avoir un dosage assez bas parce que la vérité c'est que j'apprécie beaucoup ces périodes de up. Ça donne une intensité aux choses que je vis où d'un coup j'ai l'impression que je suis connectée à la réalité, il suffit que j'ai pensé un truc pour que d'un coup je fais une rencontre et en fait j'ai l'impression que il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe. Il y a un petit côté aussi comme si t'avais pris de la MD quoi, en mode tout est cœur, les gens, oh mon Dieu, j'arrive trop bien à communiquer avec tout le monde, enfin t'as l'impression et j'ai toujours un peu eu cette logique de les épisodes dépressifs, c'est le paiement que j'avance pour avoir le droit en échange d'avoir ces périodes-là. Et en fait, toute cette quête de préciosité aussi, c'était une tentative, je crois, de trouver comment repuiser dans l'intensité de ces moments-là, en dehors de la chimie aléatoire de mon cerveau. Et je pense que maintenant, j'ai des choses que je peux partager à des gens. Et ce que je trouvais intéressant derrière ça, en plus de ce que je disais sur l'autisme avant, c'est que, et puis ça va résonner avec cette histoire il y a une richesse dans la diversité, c'est que j'ai tiré des expériences très positives de choses qui sont estampillées handicap, et qu'en fait il y a tout un tas de personnes qui, pour des raisons chimiques ou de vie, ont des perceptions alternatives de la réalité. De manière très littérale, pas juste j'ai une vision différente, juste la perception de la réalité est différente parce que ils n'ont pas le même canal d'accès. Et en fait, je crois que ces personnes-là sont les plus à même de venir apporter des espèces de morceaux de contre-réalité et de manières d'exister, de relationner, de créer qui sont alternatives. Et je pense que c'est super que petit à petit la parole des personnes qui ont ce qu'on a estampillé maladie mentale se libère, parce qu'il y a plein de choses à y trouver et que de toute façon elle était pas estampillée comme ça avant, mais honnêtement les 3/4 des artistes que vous avez étudiés et appréciés dans vos vies sont des personnes qui ont des maladies mentales et c'était leur manière de vous partager leur réalité, donc c'était déjà là. Mais je pense que oui, que tournez-vous vers les personnes autour de vous qui ont l'air d'avoir le cerveau un tout petit peu plus de travers que vous. Je crois qu'ils auront des choses à vous partager. Tellement. Ouais, très bon conseil. Moi, depuis que je fais ça, je vis beaucoup mieux. C'était pas un choix conscient, hein, mais je pense aussi par vibration, par énergie, on finit par attirer certaines personnes dans nos vies. Et à ma meilleure amie, et TDAH et aussi TSA, cœur. Enfin,
j'ai jamais eu une relation aussi franche, vraie et en même temps extrêmement profonde avec une personne, parce que bah ouais, il y a pas ce faux semblant, il y a pas cette convention sociale de faire en sorte d'être accepté ou de changer son discours pour qu'il soit adapté à la personne. Non, Alex, quand elle me parle, voilà. Et du coup, je peux réagir et je sais que ouais, on a cette profondeur et cette vérité entre nous, et ça me fait extrêmement bien. Avec James, pareil. Et en même temps, je trouve que ça rend humble. Ce que j'espère le plus de la part des gens que je rencontre et de la part des œuvres d'art que je rencontre aussi, c'est que ça me déplace un peu. Et des fois, après, je reprends ma place puisque j'ai décidé que c'était dans la mauvaise direction, mais juste enfin, j'ai l'impression que c'est ça qui permet d'avoir des vies plus en relief, peut-être. Et plus alignées avec soi aussi, justement, de ne pas répondre aux conventions directes, mais se dire bah là, plutôt que de suivre ce chemin tout tracé, je vais me demander si j'ai envie de m'y promener, juste un petit temps. Est-ce que ça me convient, est-ce que ça me correspond, et si c'est pas le cas, ben il y a moult chemins. Là, je pense qu'on arrive au terme. Est-ce que tu as envie de parler de tes actualités, si tu as des projets qui arrivent? Ma compagnie de théâtre, la compagnie Conférence pour les Arbres, on a notre deuxième création qui va voir le jour en novembre prochain au TAPS à Strasbourg. Ça s'appelle Crapalaccia. Et c'est un projet qui me tient très à cœur et que je porte depuis des années maintenant. Je suis actrice sur un projet qui s'appelle Requin Velours, qui a tourné un peu en France et dans la région, et on sera à Avignon, à la Maïf, qui est une salle qui appartient au théâtre du Train Bleu, pendant tout le mois d'Avignon. Et c'est un spectacle incroyable. Et comme je disais, ma manière de relationner avec les gens, c'est de créer avec. Et donc je suis toujours extrêmement enthousiaste que quelqu'un me propose un projet. Venez me chercher dans ma tanière. J'adore. La tanière sera en description. Trop cool. Bah franchement, merci. C'était trop intéressant. J'ai envie de faire 36 000 épisodes, ou peut-être qu'on continuera à échanger, avec plaisir en tout cas, parce que on a abordé des thématiques que j'aborde pas forcément souvent, sous un prisme que j'ai pas l'habitude d'utiliser, et là je trouve on se reconnecte vraiment aux sensations, au vrai, mais au vrai dans le sens authenticité, et puis retrouver la préciosité dans sa vie aussi, comme fin, se dire qu'en fait ça se trouve un petit peu partout, tout dépend où on y met l'intention, où on y met de l'amour et de la joie, et ouais, j'ai adoré. J'espère que t'as passé un bon moment. Il y avait une chose que je voulais faire, qui est un peu plus, et je sais pas si tu voudras la garder ou tu... dis-moi. De vraiment faire un petit temps de partage très concret de choses que les gens peuvent faire si ils sentent... Il y a l'histoire de la liste, j'ai amené des petites choses juste pour essayer de si les gens savent pas par quel chemin commencer. Trop chouette. Let's go. J'ai peut-être des outils, donc je vais essayer de donner juste des idées. Mais bien sûr, mais avec grand plaisir. Parce que si le plus gros du travail, c'est de trouver une idée pour commencer, autant que j'essaie de faciliter les choses. Pas d'excuses. Donc, ça, c'est des idées qui viennent de ma liste d'anniversaire. Trop chouette. Je suis attentif. Donc, ça parle de m'offrir à moi quelque chose, mais de toute évidence, là, je propose aux auditeuristes d'offrir des choses à d'autres personnes. Donc, une personne. M'offrir une rencontre avec quelqu'un que tu imagines être une bonne addition à ma vie. Tu peux faire en sorte de nous inviter quelque part en même temps, ou passer chez moi accompagné de cette personne, ou tu peux nous organiser une sorte de blind date pour qu'on se rencontre sans toi dans les pattes. À distance, nous entremettre par mail, par lettre, par visio. Une journée, qui est la chose que j'ai expliquée. Un protocole, dans la même lignée que la proposition précédente, me confier un protocole à exécuter. Ça peut être autant un morceau de musique à écouter à des coordonnées GPS précises, qu'une suite d'actions à faire avant de me coucher, que les questions à poser dans une conversation la prochaine fois que je fais une rencontre. Un mystère,
M'offrir quelque chose qui m'intriguera, une enveloppe à n'ouvrir qu'à une date et heure précise, une chasse au trésor, une instruction à suivre brumeuse. Une expérience. M'offrir un moment à vivre en ta compagnie que tu penses spécial, que ça soit une sortie culturelle, un repas, un moment à danser ensemble, une chose à apprendre, une chose à créer, un tirage de tarot, une partie de jeu de rôle ou de société. Et enfin, de l'intime. Me donner accès à une chose intime que je n'aurais normalement jamais vue. Ça peut être très inoffensif comme pas du tout. Dans les exemples possibles, il y a quelques pages d'un journal intime, une photo clandestine des textos qu'envoyait la personne assise à côté de toi dans le train, un secret appartenant à quelqu'un que je ne connais pas, tes brouillons de déclarations d'amour maladroites, le lien vers ton blog de jeunesse, une photographie de l'intérieur de tes tiroirs fourre-tout. Ça, c'est des idées de choses à offrir. J'adore. Au tout début, j'avais commencé par parler d'esthétique relationnelle. Un chouette exercice à faire à plusieurs aussi, c'est juste prendre une activité que on aurait fait avec des amis et se demander qu'est-ce qu'on a besoin de changer dans cette activité pour avoir l'impression qu'on a fait une œuvre d'art ensemble en faisant cette activité. Et j'ai aussi amené, j'ai un carnet qui s'appelle Aller mieux et bien et beau et fou. Et c'est mon carnet de choses à vivre. Et en fait, j'ai pris l'habitude de ricocher sur toutes les choses que je consomme. Et donc, quand je vois un film ou une expo ou quoi que ce soit, dès que ça me donne une idée de choses que j'aurais envie de vivre, je le note. Comme ça, je suis jamais à court d'idées. Et des fois, c'est des choses très simples. En 2024, je suis allée voir Perfect Days de Wim Wenders au cinéma et j'ai noté qu'il fallait que j'aille manger seule au restaurant. C'est ce film qui t'a donné envie d'aller manger seule au restaurant? Je me suis dit et du coup, c'est comme ça. C'est juste. Et des fois, c'est une idée d'œuvre d'art et des fois, c'est juste une idée de choses à faire avec des amis ou à faire seule. Là, j'ai une idée d'un paillasson que je voulais fabriquer. J'adore. Du coup, si l'art est une forme de digestion du monde, alors toutes les choses que vous consommez culturellement sont des partages du monde. N'hésitez pas à puiser dedans et à ricocher dessus. Et dès qu'il y a une minuscule idée, même si c'est se dire ah tiens, j'ai envie de manger le même plat que la personne à l'image, le noter et le faire. C'est toujours carrément. Ce carnet, il m'a permis d'avoir un peu la boucle du début de tout ça, qui était que du coup un des moments où j'ai noté le plus de choses, c'est parce que je suis allée voir une rétrospective de Sophie Calle à Paris. Okay. Et je lui ai volé toutes ces idées de choses à vivre, notamment parce qu'elle avait fait une salle incroyable où elle avait écrit plein de protocoles qu'elle avait finalement décidé de pas faire. Et donc j'étais genre super. Et donc j'ai une liste super longue de choses que ça m'a donné envie de vivre et je trouve ça trop bien que initialement j'ai vu son travail et ça m'a désarmée. Enfin, j'avais l'impression que j'arriverais pas, je serais que frustration face à son travail et des années plus tard je suis allée avec mon petit carnet. C'est fou. J'ai braqué son expo. C'était peut-être ton appel de vie qui s'est réveillé à ce moment-là. Enfin, d'ailleurs, en voyant tout ce qu'elle a fait et en te disant « Oh, mais ça a l'air fou », il y a ce côté un peu vertigineux où est-ce que je vais pouvoir, moi, avoir une vie pleine d'expérience et de richesse? Et en fait, t'as juste court-circuité le trop intellectualisé et t'as fait. Bah, il y a eu un moment où j'ai vu ce qu'elle faisait et j'étais là genre « Ah, fuck, on a le droit, en fait. » Ah, ça... Et ça, c'est un sujet aussi qui fait du bien quand t'es en mode ah, j'ai le droit de faire ça. Ah, c'est trop cool. Bah, franchement, merci beaucoup. Merci. Si jamais je ne me ferme pas à un autre épisode, si t'en as l'envie un jour, parce qu'on a parlé de tellement de choses différentes que je trouve ça mériterait un épisode à creuser et tout. Mais en tout cas, hâte de mettre plein de préciosités dans ma vie comme ça et je vous encourage de faire la même chose ou en tout cas de juste repenser par vous-même, pour vous-même, en étant bien sûr bienveillant avec celles et ceux qui vous entourent, mais ouais, reprendre un petit peu le pouvoir de sa vie et ajouter de la magie, j'ai l'impression. Donc merci d'avoir écouté ou vu et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Encore une fois, merci. Et bien sûr, en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de votre monde intérieur. Bye bye.